Mes chers amis, il y a un peu plus de 2 mois, j'ai lancé les précommandes du livre de Jared Taylor, Si nous ne faisons rien. Cet essai politique a été écrit en anglais à destination du public nationaliste et nous avons proposé à l'auteur de le traduire de l'anglais vers le français. Le titre en anglais est If We Do Nothing. Je voudrais d'abord souligner à quel point je suis fier d'éditer, de publier en français un livre d'un auteur tel que Jared Taylor, un intellectuel de droite de haut niveau et qui propose avec Si nous ne faisons rien, un livre vraiment de grande qualité et qui pour moi est un des plus importants, sinon le plus important de mon catalogue. Également, j'adresse mes remerciements les plus sincères aux personnes qui ont précommandé l'ouvrage. Les précommandes sont très importantes pour les éditeurs indépendants comme moi parce qu'elles permettent, de deviner, elles permettent de savoir à peu près, dans ce métier on évolue un peu dans l'à peu près, c'est pas très sécurisant mais c'est comme ça, combien d'exemplaires il est raisonnable d'imprimer, en tout cas pour une première édition. Après 2 mois de précommande, j'ai une idée possible de la vie commerciale donc, du livre, et ça c'est grâce aux personnes qui le précommandent, donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vais à présent vous lire un extrait qui se situe au début de l'ouvrage et qui donne une idée de la suite du contenu, comme ça vous saurez si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à écouter attentivement l'extrait, d'abord c'est le plus important, à liker la vidéo, à la partager et à commander le livre si vous estimez que il a toute sa place dans votre bibliothèque, ce que je crois. Page 27. Les sociétés des Blancs sont performantes. Qu'est-ce qui a pu faire surgir tous ces émois dans la population et tous ces débats quant à savoir qui aurait droit à la terre américaine ou à la terre européenne? C'est le fait que les Blancs ont bâti des sociétés prospères dans lesquelles les non-Blancs souhaitent pouvoir s'installer. Les généreux nicaraguayens ou haïtiens ne viennent pas en Amérique pour apporter leur diversité aux pauvres peuples blancs ignares qui risqueraient sans cela de se désintégrer parce que trop homogènes. Ils viennent dans ces sociétés car les leurs ne fonctionnent pas et qu'ils savent que la vie aux États-Unis y sera plus facile. Le même procédé est visible en Europe, Australie, Canada et en Nouvelle-Zélande. Les Blancs érigent en effet les sociétés les plus convoitées par l'humanité tout entière. Les gens désespérés, appartenant à des sociétés pourries, non européennes, sont prêts à risquer tout, y compris parfois leur vie, pour avoir la chance d'y vivre. Si les Européens avaient fait des États-Unis un gigantesque trou à rats, personne ne souhaiterait s'y installer. Personne n'aurait alors à réfléchir aux raisons morales pour lesquelles tout le monde a le droit de venir chez nous, ni ne se demanderait si les Blancs tirent réellement un quelconque profit d'être dépassés en nombre et doivent alors se pousser pour faire de la place à des personnes qui ne leur ressemblent pas. La même chose est vraie à une plus petite échelle. Cela a peu été dit, mais les endroits les plus agréables aux États-Unis, habitat, travail, école, le sont parce que les Blancs les ont créés ainsi. Les non-Blancs veulent naturellement y accéder, quand bien même ils n'auraient jamais pu les créer. Cela explique pourquoi ce sont toujours les non-Blancs qui insistent pour s'introduire dans les institutions blanches, jamais le contraire, et pourquoi les scènes pompeusement exagérées, relatives à l'exclusion ou à la tolérance, la justice et le racisme, le sont uniquement en territoire blanc et mettent les Blancs sur la défensive. Les Blancs, de leur côté, n'entendent pas exiger d'entrer à Howard University, d'habiter à Harlem ou de déménager au Guatemala. Mais si au sein de ces endroits, quelque chose de rare et de convoité était présent, vous pouvez être sûr que les habitants se battraient pour être les seuls à pouvoir en jouir. La triste réalité est qu'une fois que les non-blancs ont obtenu ce qu'ils voulaient et qu'ils arrivent en grand nombre dans les institutions ou quartiers précédemment blancs, ces quartiers et ces institutions perdent peu à peu leur attractivité et ce pourquoi les non-blancs avaient été attirés vers eux à l'origine. Les blancs partent et l'empreinte de l'européen disparaît. Finalement, les immigrés du tiers-monde recréent aux États-Unis les sociétés qu'ils ont fuies, avec tous les manquements et les défaillances que cela implique. Le grand mystère dans tout cela n'est pas de savoir pourquoi les non-blancs veulent tant profiter de sociétés blanches, mais pourquoi les blancs sont tant désireux de céder la terre de leurs ancêtres à des étrangers. Pourquoi sont-ils prêts à laisser des étrangers occuper et transformer leur nation? Tout comme les autres arguments relatifs à la race en Amérique, la passivité des blancs est encore une fois fondée sur un double standard. Les non-blancs ont des lobbies et groupes d'intérêt puissants, alors que les blancs agissent comme s'ils n'en avaient pas. Avant son assassinat, Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, expliqua que ce qui comptait le plus pour lui, en tant qu'Israélien, était que le pays reste à 80% juif. Personne n'a osé dire que Yitzhak Rabin était un fanatique, semeur de haine, et il ne l'était pas. Il expliquait l'essentiel.
Si Israël cessait d'être à majorité juive, cela changerait de manière irréversible le pays, et cela le rendrait intolérable pour les juifs. Les Mexicains, Japonais, Algériens, Sénégalais, tous non-blancs, comprennent que la transformation démographique est une catastrophe nationale. C'est si évident qu'ils n'ont même pas besoin de le dire. Cela l'est tout autant pour les Blancs, et la justification d'un Blanc pour que l'Amérique demeure au moins à 80% blanche est la même que celle d'Yitzhak Rabin. Les formes de bienséance et de civilité, les traditions populaires, l'attitude, la manière de vivre que les Blancs pensent avoir acquises ne peuvent pas survivre à la venue d'une immigration massive. Toutes ces choses que les Blancs aiment, que ce soit la culture ou la vie en société, sont mortes à Détroit et à Miami par exemple. Oui, ce n'est pas bien de dire cela, on crie au racisme dès lors qu'on l'évoque, mais c'est justement parce que les choses qu'ils aimaient ont disparu que les Blancs ont quitté Détroit et Miami. Individuellement, les Blancs réagissent au fait racial de façon naturelle. American Renaissance demeure originale en ce sens qu'elle dit tout haut ce que chaque Blanc pense tout bas. La crise à laquelle les Blancs sont confrontés aujourd'hui tient au fait que, par peur d'être traités de racistes, par peur d'être considérés comme peu sympathiques, ils semblent prêts à laisser leur pays évoluer dans un sens qu'ils savent ne pas être du tout une amélioration. Comment cela pourrait-il être bon pour l'Amérique ou pour les Blancs qu'elle ressemble de plus en plus à ces parties du pays dans lesquelles ils refusent absolument de vivre? Les Blancs sont tellement terrorisés à l'idée d'être traités de méchants racistes qu'ils ne peuvent même pas discuter de ce qu'ils pourraient faire pour éviter de laisser à leurs petits-enfants une nation du tiers-monde. Les Blancs se préparent donc à transmettre aux générations futures une nation qu'ils pourraient très bien vouloir fuir eux-mêmes. Les colonies ne se sont certainement pas battues contre les Anglais ou les Français pour que, quelques générations plus tard, nous abandonnions nos pays aux Mexicains ou aux Haïtiens. Les pères fondateurs n'ont pas rédigé la Constitution pour célébrer aujourd'hui la diversité. Les Américains n'ont pas versé leur sang à Gettysburg ou en Europe ou dans le Pacifique au nom du multiculturalisme. Et pourtant, les héritiers de ce pays, qui a servi de phare pour la civilisation occidentale, abandonnent la nation sans lutter, de peur d'être qualifiés de racistes. Nous sommes en train de vivre l'une des plus graves tragédies de l'humanité. Des forces puissantes sont en mouvement, et si nous ne faisons rien, elles vont lentement écarter l'homme européen et la civilisation européenne, puis danser une gigue de victoire sur leur tombe collective. Si nous ne faisons rien, la nation que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants sera une nation dévastée, digne du tiers-monde, dans laquelle les Blancs seront une minorité méprisée. La civilisation occidentale ne sera plus qu'un faible écho qui, s'il nous parvient encore, sera vilipendé. Il n'y a pas d'autre tragédie qui soit à la fois si ample, si contre nature, si inutile. Je viens de vous faire la lecture d'un passage du livre de Jared Taylor, « Si nous ne faisons rien ». Si, justement, vous êtes intéressé par la lecture complète du livre, je vous renvoie en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Vous y trouverez, bien sûr, le lien de commande. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.